Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voulais te proposer un thème que je n'ai toujours pas, que je n'ai pas abordé dans mes vidéos encore. Et ce thème, il s'agit de la géologie. On peut dire sous toutes ses formes. Alors, je t'invite à t'installer confortablement là où tu te sens le mieux. Et moi, je vais commencer à te lire des petits articles sur le thème planète géologie. Alors, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Alors, pierre mouvante, l'incroyable phénomène des roches qui se déplacent seules dans le désert. Le phénomène est longtemps resté mystérieux, suscitant nombre d'hypothèses, parfois mystiques. Il y a une dizaine d'années, des chercheurs ont tout de même trouvé une explication bien scientifique permettant de comprendre comment ces roches de blocs pouvaient se déplacer tout seuls sur une surface plane. C'est un étrange phénomène qui a longtemps laissé les scientifiques perplexes. Comment ces blocs de roches, pesant parfois plusieurs dizaines voire centaines de kilos, sont-ils capables de se déplacer tout seuls? L'observation ne laisse en effet pas de place au doute. Dans plusieurs plaines désertiques, notamment dans le parc de la vallée de la mort en Californie, on peut en effet trouver de gros cailloux qui semblent avoir laissé derrière eux une longue traînée, suggérant que la pierre a glissé sur le sol sur parfois plusieurs centaines de mètres. La trace n'est d'ailleurs pas forcément rectiligne et révèle des changements de direction brusques sans raison apparente. Pourtant, le sol est ici totalement plat. Pas de pente pouvant laisser penser que la pierre ait pu rouler sous l'action de la gravité. Étudiées depuis le début des années 1900, ces pierres mouvantes, encore appelées pierres à voile ou pierres glissantes ou pierres marchantes, sont restées un mystère jusqu'en 2014, où le mécanisme de leur mouvement a finalement été révélé. Des pierres qui font du surf sur des plaques de glace. Si les conditions météorologiques comme le vent et la glace étaient suspectées depuis les années 1970, ce n'est que grâce à l'étude précise du déplacement des pierres avec des mesures GPS et des images en time-lapse, couplées à une mesure des conditions météo, que le secret des pierres mouvantes va être compris. Une réponse à l'énigme des pierres mouvantes. Il est ainsi apparu que tout se passe durant l'hiver, alors que dans la plaine se forme un lac éphémère. Avec la baisse des températures, cette fine couche d'eau gèle, en effet, en particulier pendant la nuit. Une croûte de glace se forme alors juste au niveau de la surface du sol, y compris sous les blocs de roche, qui sont tombés des reliefs environnants. Mais le jour, sous l'action du soleil, cette glace va fondre partiellement, formant de grandes plaques gelées, de quelques millimètres d'épaisseur seulement, flottant sur une couche d'eau. Sous l'action du vent, ces minces panneaux de glace peuvent ainsi bouger. Si une pierre se trouve sur un tel panneau, elle est donc emportée dans le mouvement à une vitesse qui peut atteindre 5 mètres par minute. Pour des
glissades pouvant durer parfois plus d'un quart d'heure. Des pierres moins mouvantes en raison du réchauffement climatique. Ce phénomène étonnant reste toutefois relativement rare du fait qu'il repose sur un concours de conditions météorologiques bien spécifiques. Il pourrait même disparaître totalement en raison de l'évolution climatique qui impacte actuellement ce milieu. Des chercheurs ont en effet noté un déclin dans le déplacement des pierres mouvantes ces dernières décennies. Ensuite, la croûte martienne est-elle différente de la croûte terrestre? À grande échelle, la structure interne de Mars apparaît assez semblable à celle de la Terre. Mais qu'en est-il dans le détail? La mission InSight sur Mars nous apporte des précisions sur la nature de la croûte martienne et nous montre à quel point elle est différente de la croûte terrestre. Comme la Terre, Mars possède différentes enveloppes géologiques, un noyau, un manteau et une croûte. Alors que nous devons notre connaissance de la structure interne de la Terre à l'étude des ondes sismiques générées par les grands séismes, la structure interne de Mars reste encore mal connue, tout simplement parce que nous ne disposons pas de ce type de données pour la planète rouge. De nombreuses questions restent ainsi en suspens. Quelle taille fait le noyau martien? De quoi est-il fait? Est-il entièrement solide ou a-t-il une partie externe, liquide, comme la Terre? Quelle est la composition du manteau? Est-elle animée par des mouvements de convection? Sonder la croûte martienne grâce au séisme. Concernant la croûte, les nouveaux résultats apportés par la mission martienne InSight permettent de mieux la définir. Le but de cette mission est d'étudier la structure interne de Mars grâce à des mesures sismiques et des mesures du flux de chaleur. Le module est en effet équipé d'un sismomètre qui enregistre l'activité sismique de la planète. Les mesures réalisées par InSight ont montré que les séismes martiens étaient d'une intensité relativement faible, bien qu'ils soient présents que ce que supposaient les scientifiques. Les mécanismes générant ces séismes sont encore mal compris. Ils pourraient notamment être générés par des éboulements de falaises ou des glissements de terrain à la surface de Mars. Quoi qu'il en soit, l'analyse des ondes sismiques a permis d'affiner nos connaissances de la croûte martienne et de les comparer aux caractéristiques de la croûte terrestre. Croûte continentale et océanique, les différences majeures. Il faut d'abord rappeler que la croûte terrestre est définie en deux sous-ensembles. La croûte continentale, épaisse de 30 km en moyenne, jusqu'à 70 km sous les montagnes et les régions gratoniques, de composition majoritairement felsique, granitique. La croûte océanique, beaucoup plus fine, environ 7 km, de composition mafique, grabose et basalte. Ces deux types de croûtes ont donc une composition et une origine très différentes. Alors que la croûte océanique est créée en continu au niveau des dorsales médio-océaniques par fusion partielle de l'athénosphère, la croûte continentale a été formée très tôt dans l'histoire de la Terre. croissance continentale est quasi nulle actuellement. Les mécanismes
mécanismes de formation de la première croûte continentale sont encore débattus. Les caractéristiques de la croûte martienne. Les données rapportées par InSight montrent que la croûte martienne ferait quant à elle entre 20 et 72 km d'épaisseur, ce qui est assez similaire à la croûte continentale terrestre. Cependant, sa composition majoritairement basaltique est plus proche de celle de la croûte océanique. Difficile donc de classifier la croûte martienne à l'image de la croûte terrestre. Au niveau chimique, elle est composée majoritairement d'oxygène, de silicium, de magnésium, d'aluminium, mais également de fer, ce qui lui donne cette couleur rouge caractéristique. La croûte de Mars contient ainsi 2 fois plus de fer que la croûte terrestre. Malgré la prédominance des basaltes, certaines observations montrent la présence de minéraux typiques des roches felsiques de type continental, comme les feldspathes. Feldspathes. Ceci pourrait indiquer la formation d'une croûte continentale sur la Mars primitive. De plus amples recherches sont cependant nécessaires pour déterminer comment de telles roches ont pu se former à la surface de la planète. Quelques similitudes, mais beaucoup de différences. On peut trouver certaines similarités au niveau de l'architecture de la croûte. Comme la croûte continentale de la Terre, la croûte martienne serait ainsi divisée en 2 ou 3 niveaux. Mais les caractéristiques minéralogiques et rhéologiques de ces différents niveaux sont encore inconnues. On sait seulement que la partie superficielle de la croûte martienne se compose de matériaux pulvérisés par les impacts météoritiques qui ont frappé la planète pendant plusieurs milliards d'années. Il s'agit du régolithe. En dessous se trouverait une couche altérée d'une dizaine de kilomètres, puis une croûte profonde. Une autre différence fondamentale entre les deux planètes est que la croûte martienne apparaît totalement immobile, alors que l'une des particularités de la croûte terrestre est d'être animée d'un mouvement perpétuel, en lien avec la tectonique des plaques. La croûte martienne ne semble pas être ou avoir été divisée en différentes plaques, bien que l'on puisse observer une différence majeure entre les deux hémisphères. La croûte de l'hémisphère sud est beaucoup plus épaisse que la croûte de l'hémisphère nord. On parle de dichotomie martienne. Cette observation laisse supposer des processus de formation différents qui sont cependant encore très mal compris. Si quelques similarités existent entre les croûtes terrestres et martiennes, les récentes observations effectuées sur Mars témoignent de mécanismes de formation plutôt différents. Question suivante. La montagne arc-en-ciel au Pérou, d'où viennent toutes ces couleurs? C'est désormais une excursion incontournable lors d'un voyage au Pérou. La montagne Vinicunca, aussi appelée montagne arc-en-ciel en raison des incroyables nuances de couleurs qui zèbrent ce massif des Andes. Un panorama multicolore qui s'explique par l'histoire sédimentaire et tectonique de la région. Ces dernières années, elle est devenue une attraction touristique phare du Pérou. Ce site isolé, situé dans les Andes à 80 km environ de la ville de Cusco, est accessible uniquement à pied ou à cheval, connaît en effet depuis une dizaine d'années un intérêt croissant de la part des touristes
Et pour cause, dans ce pays aride et désertique se déploie toute une palette de couleurs allant du rose au vert, unique au monde. Il s'agit du massif de Vinicunca, souvent appelé la montagne aux 7 couleurs, ou encore la montagne arc-en-ciel. Un panorama unique et totalement naturel qui résulte de l'histoire géologique de la région et plus particulièrement à la formation des Andes. La tectonique des plaques à l'origine de cet incroyable paysage. Les Andes sont en effet une immense chaîne de montagnes qui se situe en bordure de la plaque sud-américaine. Leur surréaction est liée à la subduction de la plaque Nazca qui s'enfonce ici dans le manteau. Cette confrontation tectonique qui a débuté il y a plus de 90 millions d'années a entraîné une intense déformation de la plaque sud-américaine et le déclenchement d'une importante activité volcanique. Sous l'effet de la compression latérale, les unités sédimentaires précédemment déposées dans les lacs et mers intérieures au cours des précédents millions d'années se sont donc progressivement déformées. Déposées horizontalement, ces strates ont ainsi lentement été plissées. Ce paysage, composé d'un matériel bleu et peu résistant, a ensuite été soumis à l'action érosive du vent et de l'eau qui a progressivement raboté le relief pour lui donner son apparence actuelle. C'est ainsi qu'aujourd'hui, on peut observer ces strates sédimentaires verticalisées qui donnent à Vinicunca son surnom de montagne arc-en-ciel. Mais à quoi sont dues toutes ces couleurs? Les couleurs qui dépendent de la composition minéralogique des strates. Comme expliqué précédemment, les strates qui composent le paysage de Vinicunca résultent du dépôt de particules sédimentaires dans un bassin lacustre ou marin dont les conditions ont varié au fil du temps. Profondeur, composition, nature de la source sédimentaire, tous ces paramètres variables au cours du temps vont en effet influencer la nature des sédiments se déposant dans le fond du bassin. En observant de plus près la nature des roches qui composent cette montagne, on se rend bien compte qu'elle n'est pas du tout homogène. On trouve ainsi des strates argileuses riches en oxyde de fer qui vont donner une couleur rouge à ces roches. Là où ces argiles sont mélangées à du sable, on obtient plutôt une couleur rose. Le blanc est associé à des couches de grès contenant du carbonate de silicium de calcium. Les marnes mélangées d'argile et de calcaire vont produire une couleur pourpre. Les tons verts sont associés à des argiles riches en fer, magnésium et oxyde de cuivre. Les couches brunes sont liées à des strates qui regroupent des minéraux de différentes sources. Enfin, la couleur jaune est associée à des couches de grès contenant du calcaire et des minéraux soufrés. Ce panorama multicolore est donc lié à une riche histoire géologique qui s'étale sur plusieurs millions d'années. Question suivante. Comment l'eau et le vent créent-ils des paysages à couper le souffle? La diversité et la beauté de nos paysages terrestres doivent beaucoup à un phénomène essentiel en géologie, l'érosion. Menée par l'eau, la glace et le vent, l'érosion est en effet capable de modeler les reliefs pour leur donner des formes parfois étonnantes. Des canyons labyrinthiques, des rochers aux formes étranges qui semblent tout droit sortis d'un conte, des gouffres insondables. On a parfois l'impression que les paysages qui nous entourent ont été modelés par une main géante qui a raboté, creusé, poli la roche. Rien de magique toutefois dans ce façonnage du relief, mais une force majeure que l'on appelle l'érosion.
L'érosion, un phénomène géologique majeur. L'érosion est un processus essentiel en géologie. Active depuis l'origine de la Terre, elle n'a cessé par divers moyens de remodeler les paysages de notre planète. En ayant la capacité de dégrader les roches et de transporter les particules sédimentaires. L'érosion joue d'ailleurs un rôle clé dans le cycle du carbone, l'évolution du climat et les processus tectoniques. Pluie, océan, ruissellement, l'effet implacable de l'eau sur les roches. Plusieurs facteurs vont influencer l'érosion et notamment son intensité. En premier lieu, les conditions climatiques. Et oui, car ce processus repose majoritairement sur l'effet abrasif de l'eau et du vent. Qui n'a jamais vu une berge se creuser sous l'action du courant, surtout durant les périodes de crue? Au fil du temps, le tracé des rivières change, le cours d'eau arrachant des particules de sol ou de roche pour les déposer plus loin. Sur le très long terme et en fonction de la nature des roches, les rivières sont ainsi capables de creuser de larges vallées ou des gorges profondes. En s'enfonçant dans les fractures du sol, en particulier dans les environnements calcaires, l'eau est également capable de dissoudre la roche, creusant de vastes galeries souterraines. En montagne, le phénomène de gel-dégel est un acteur essentiel de l'érosion des reliefs, qui va permettre la fragmentation de gros blocs. Dans les pays tropicaux, les températures élevées et les fortes précipitations participent activement à l'érosion des reliefs et à l'altération chimique des roches. Sur la côte, c'est l'action des vagues et leurs ressacs incessants qui vont modeler le littoral, participant notamment au recul des falaises. Polissage, abrasion, l'action du vent. Mais l'eau ne fait pas tout. Le vent joue aussi un rôle important. En charriant de fines particules de sable, par exemple, il favorise l'abrasion des roches, leur donnant parfois des formes étranges. Il polie les surfaces, arrase les arêtes et déplace les particules sédimentaires sur de grandes distances. Bien sûr, tous les terrains ne réagissent pas de la même manière au processus érosif. C'est ce qui engendre la grande diversité de paysages que nous pouvons contempler. Les roches meubles d'origine sédentaire sont en effet bien plus faciles à éroder que les roches d'origine magmatique ou métamorphique. Par exemple, l'empilement d'unités géologiques de la nature et de dureté variable va ainsi permettre l'obtention de structures typiques comme les cheminées de fées. Ces ondes révèlent aux scientifiques ce qui se cache à l'intérieur de la Terre. Pour imager les niveaux les plus profonds de notre planète, il n'y a pas d'autre choix que de se servir des ondes sismiques générées lors des grands séismes. En voyageant jusqu'au centre de la Terre, elles permettent en effet de voir ce qui s'y passe. L'analyse d'ondes sismiques bien particulières appelées précurseurs PKP pourrait ainsi permettre de mieux comprendre la nature de l'interface entre le manteau et le noyau. Lorsqu'un séisme se produit, ces ondes voyagent dans toutes les directions à l'intérieur de la Terre. Si la Terre était homogène, on les enregistrerait en différents points du globe avec un décalage temporel dépendant uniquement de la vitesse dans ce milieu et de la longueur du trajet parcouru. Mais la Terre est composée de multiples enveloppes et de très nombreuses hétérogénéités qui présentent chacune des caractéristiques physico-chimiques différentes. Ces hétérogénéités vont de fait influencer la propagation des ondes sismiques dont le signal va être modifié. L'analyse de ces ondes va ainsi permettre de construire une image numérique de l'intérieur de la Terre et de caractériser
des ondes particulièrement diffusées à la base du manteau. Parmi les ondes qui ont longtemps intrigué les sismologues, il y a les précurseurs des ondes PKIKP. Les ondes PKIKP sont des ondes compressives qui traversent le manteau, le noyau externe et le noyau interne. Les enregistrements montrent cependant qu'elles sont précédées par des ondes dites précurseurs PKP. Étudiées depuis une soixantaine d'années maintenant, ces ondes particulières seraient générées par l'arrivée d'une onde P dans un milieu diffusant situé à la base du manteau. La nature de ce milieu et de son extension au sein du manteau reste cependant très débattue. Une nouvelle étude publiée dans la revue AGU Advances propose cependant une nouvelle hypothèse. D'après une équipe de chercheurs, les ondes précurseurs PKP se formeraient au niveau des zones de très faible vitesse, que l'on trouve disséminées à l'interface entre le manteau et le noyau liquide externe. Ces zones, qui ne font que 20 à 40 km d'épaisseur, possèdent une composition et des propriétés particulières qui ont pour effet de faire ralentir les ondes sismiques qui les traversent, d'où leur nom. Leur origine était jusqu'à présent très mystérieuse. Du basalte transporté jusqu'au fond du manteau à l'origine de ces anomalies. Grâce à de nouvelles modélisations basées sur l'analyse des ondes précurseurs PKP, les chercheurs proposent désormais que ces zones à faible vitesse résultent de la fusion partielle des basaltes composant la croûte océanique, ayant plongé au niveau des zones de subduction et terminant sa course au niveau de l'interface noyau-manteau. Ces résultats aident à mieux contraindre la dynamique et la nature des niveaux profonds de la Terre. Voilà les amis, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment en m'écoutant chuchoter, un bon moment en ma compagnie. J'espère que cette vidéo sur la géologie vous a plu, vous a détendu, vous a relaxé. En attendant, prenez bien soin de vous. J'espère que vous allez bien et que vous avez la forme et le moral. Et moi je vous souhaite une très bonne nuit. Reposez-vous bien, reprenez beaucoup de force. Demain est un autre jour et en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous fais de